on a surfé sur une période très, très importante, on s'est remis dans une autre situation. Et donc aujourd'hui, je viens vous parler de ce qu'on a fait depuis quelques années et de ce qu'on prévoit de faire et de ce qu'on commence à faire. Je travaille effectivement sur le centre de référence. On a parlé du plan maladies rares. Et moi, j'ai été nommée comme praticien hospitalier pour m'occuper de maladies de Huntington exclusivement il y a 16 ans. Et donc, ce qui veut dire, effectivement, nous, on a été très dotés, et puisqu'on peut détacher un PH pour faire que du Huntington toute la journée, dans un service de neurologie submergé, de sclérose en plaques, de Parkinson, etc. Donc, nous sommes très riches. Je voulais, juste parce que c'est quand même important aussi, vous mettre une petite liste des essais thérapeutiques auxquels je participe en tant qu'investigateur, des essais académiques et des essais industriels maintenant, youpi, et aussi dire, compte tenu du thème que j'aborde aujourd'hui, que j'ai eu un contrat d'expert pour Roche entre 2019 et 2021 dans le cadre du suivi de l'essai thérapeutique. Vous êtes tous des généticiens, il y a des gens qui font peu de neurogénétique, si j'ai compris aujourd'hui, et pour lesquels la maladie de Huntington n'est pas dans leur thématique quotidienne. Je ne vais pas du tout faire de clinique. On sait tous que c'est une maladie neurologique, évolutive, qu'elle se développe sur la vie plutôt en milieu de vie, même s'il y a des formes beaucoup plus précoces et plus tardives, et qu'elle évolue en 10 à 30 ans pour donner un tableau de dépendance totale sur le plan moteur et cognitif et entraîner un décès prématuré la plupart du temps. Mais aujourd'hui, on va parler du fait que c'est une maladie génétique, que c'est autosomique dominant, c'est lié à une expansion CAG dans l'exon 1 du gène HTT, et donc ça produit une Huntington, ce gène de HTT. Et là, ça devient intéressant sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, la Huntington, lorsqu'on a découvert le gène en 1993, entre l'époque et maintenant, on a quand même un petit peu réussi à décortiquer ce que ça pouvait apporter. On sait que la Huntington mutée entraîne tout un tas de processus protéiques délétères dans les neurones, qu'elle se retrouve dans les noyaux et dans le cytoplasme des patients, des neurones des patients sous forme d'agrégats avec d'autres composants cellulaires, qu'elle est responsable d'une excitotoxicité, qu'elle active le cytochrome C, qu'elle amplifie le signal de l'apoptose, enfin bon, elle fait tout un tas de choses, tandis que la Huntington de type sauvage, celle qui fonctionne bien et qui est présente donc à 100% chez les personnes non MH, alors qu'elle est fortement réduite chez les patients atteints de maladie de Huntington, et à contrario très importante pour soutenir les neurones en réponse au stress, y compris d'ailleurs au stress induit par l'accumulation de la protéine Huntington mutante. C'est primordial pour réguler la communication entre les neurones, la circulation des nutriments, la circulation du BDNF, l'évacuation des déchets, enfin en gros la bonne santé des neurones. Et c'est aussi depuis le début important dès le développement embryonnaire dans la migration des neurones, puisqu'un défect, un knockout n'est pas viable, et les défauts de Huntington entraînent un défaut de migration chez les embryons. Donc pendant beaucoup d'années se sont opposés dans la physiopathologie de la maladie de Huntington, la théorie du gain de fonction toxique et de la perte de fonction de la Huntington sauvage. Et actuellement, on va dire que les choses sont un peu réconciliées, quoiqu'actuellement, donc du coup, on commence à revenir sur le fait que la perte de fonction de Huntington sauvage est probablement peut-être plus préjudiciable qu'on l'avait espéré. Et donc, nous rentrons dans le vif du sujet parce que, bien sûr, il n'y a pas de traitement. Ça a toujours mauvaise réputation. Et juste avant de parler de ce qui se fait, je voulais juste refaire le lien aussi avec la première intervention avec BrainTeam, parce que ces patients, si on peut développer des essais thérapeutiques très rapidement actuellement, c'est parce qu'on est organisé depuis bientôt une vingtaine d'années en réseau, en France, en réseau de prise en charge.
et que les différents plans maladies rares ont permis de restructurer cette prise en charge, de dédier des praticiens aux maladies neurologiques rares. Enfin, je dis neurologiques parce que c'est ma paroisse, et qu'on a fait beaucoup de progrès en prise en charge et que c'est vraiment pas du tout anodin. Et ça, c'est la structure du centre de référence et dans son maillage national. Merci pour la très jolie diapositive, Prentim. Donc, je sais pas, voilà, c'est ça. Donc ici, ça c'est le petit focus sur la région parisienne avec Créteil qui coordonne le centre de référence national, qui bien entendu inclut le service de neurogénétique de la Salpêtrière, Trousseau pour les enfants. Les petits ronds sont pas très bien passés par contre sur la carte parisienne, mais c'est pas grave. Angers, qui, avec la filière bien entendu aussi, Lille, qui est un énorme centre aussi et investigateur et qui investigateur principal pour des études académiques, et comme on en a parlé, Hendaye, qui nous aide beaucoup. Et tout ça dans un maillage avec des centres de compétences malheureusement pas toujours très bien dotés financièrement et donc qui peuvent moins travailler. Oui, pas du tout dotés, voilà, on en a discuté, donc ils peuvent forcément, on va dire qu'ils peuvent moins détacher du temps de personnel, etc., et qui font pourtant beaucoup, on va dire, en région pour le suivi des patients. Alors, un petit schéma qui va vous montrer un petit peu de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Dans les petites, alors en jaune, alors juste je décode parce que c'est un schéma très très global et vous connaissez mieux ces mécanismes-là qu'un neurologue, mais les petites boîtes jaunes, figure la mutation dans le gène et dans les produits du gène, jusque la polyglutamine dans la protéine mutée. Dans les petites boîtes roses, j'ai mis les mécanismes d'action auxquels on va s'intéresser et qui sont des pistes thérapeutiques pour la maladie de Huntington. Et puis dans les petites boîtes violettes ici, on a aussi la façon dont les complexes vont se dégrader en fonction des produits de thérapie génique qu'on va pouvoir proposer. Voilà. Donc ça, on va en parler tout de suite. Donc alors, le plus en amont possible, nous avons il y a des pistes de recherche dans Huntington avec CRISPR et avec les protéines en doigt de zinc. C'est très préclinique, donc je ne pourrais pas en parler. Un petit peu plus en aval, et là, ça c'est déjà fait, ça continue. Et ça va commencer, c'est les petites molécules et les oligonucléotides antisens, dont je vais vous développer deux exemples. Encore un petit peu plus en aval, au niveau de l'ARN messager de la Huntington déjà épicée, agissent les ARN interférents. Et donc on va développer un petit peu ces différents aspects. Alors je fais un focus particulier à cause des essais cliniques qui ont déjà commencé dans la maladie de Huntington sur les oligonucléotides antisens, et ça a commencé en 2015 en fait. C'est vrai que c'est pour ça que je dis que ça nous occupe. En fait, on n'a plus que ça en tête depuis 6 ans, lorsqu'on a appris que les premiers patients atteints de maladie de Huntington et symptomatiques à des stades précoces commençaient à être inclus dans le monde dans le premier essai de thérapie génique avec des injections intratécales d'oligonucléotides antisens visant à baisser la Huntington mutée. Donc on a eu ensuite la réponse sur l'essai en 2017 et les choses se sont enchaînées très très vite. Donc l'approche avec les oligonucléotides antisens, donc qui agissent au niveau du pré-ARN messager et pour certains aussi au niveau de l'ARN messager cytoplasmique, même si ce n'est pas figuré sur ce schéma, fait qu'on peut aborder la question avec une approche sélective qui concerne l'allèle muté, ou une approche non sélective qui va faire baisser toute la Huntington, et la protéine sauvage et la protéine mutée. Donc, ça s'administre tout le temps à cause du type de molécule en injection intratécale. Ça ne peut pas s'injecter en systémique. C'est
réversible, c'est dose dépendant toujours, et donc pour les approches non spécifiques, le risque c'est de diminuer la huntingtine sauvage. Voilà. Alors les approches qui ont été développées avec les oligonucléotides antisens, c'est le produit développé par Ionis puis Roche, c'est Wave Life Science, les produits actuellement développés par Wave, et Biomarin qui a aussi dans son pipeline un produit pour la maladie de Huntington avec le développement d'un assaut. Alors, voilà la grande étude qui nous a beaucoup occupé ces dernières années. Et j'ai mis exprès tous les noms parce que c'est le même produit qui a été rebaptisé en cours de route. En 2015, c'est la firme Ionis qui le développait. Et donc, c'était Ionis HTT, ça s'appelait comme ça. Ça s'est appelé RG6042 lorsque Roche a lancé l'essai de phase 3. Et ça a été rebaptisé tominersen en cours de phase 3 en vue de la commercialisation. Donc en fait, c'est un oligonucléotide antisens, c'est donc une séquence stable de 20 nucléotides de synthèse qui va se lier pour le coup, lui, à la fois au pré-ARN messager nucléaire et à l'ARN messager dans le cytoplasme. Ça provoque ça forme un complexe qui va être dégradé par une ribonucléase. Donc voilà le premier essai qui a été lancé, celui qui nous avait émus en 2015 et dont on a eu les résultats en décembre 2017 avec un communiqué de presse dont on se souvient tous encore sur les centres HD. Donc l'essai de phase 1 a concerné en fait 46 patients dans le monde, sur 3 pays uniquement. C'était en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, avec 9 centres. Les patients concernés étaient des personnes symptomatiques en début de maladie et ils ont reçu des injections mensuelles du produit avec des doses différentes qui ont été testées. Et on les a suivis ensuite en ouvert, ce qui a permis de continuer à apprendre des choses avant les essais de phase 3. Donc l'objectif à la base de cette étude était la sécurité et la faisabilité d'un tel essai dans la maladie de Huntington, et aussi prouver le concept, c'est-à-dire prouver que ça fait baisser la huntingtine mutée, puisque c'est le but des assauts. Et ben ça a marché, puisque effectivement on a pu observer une réduction très importante de la huntingtine mutée dans le liquide céphalorachidien des patients, dose dépendante, qui a permis, on va dire, de décider d'utiliser les doses les plus fortes pour avoir un objectif de réduction situé entre 30 et 50% dans l'essai de phase 3. Ce qu'on a appris juste avant d'ailleurs, au moment où commençait l'essai de phase 3, et qui était en lien avec la surveillance des patients en ouvert qui avaient participé à la première étude, c'est que lorsqu'on passait à une fréquence, parce que là la fréquence dans la première étude était mensuelle, donc des injections intrathecales mensuelles chez des patients Huntington, et donc en passant à des injections bimensuelles, on obtenait finalement un objectif de baisse de la huntingtine qui était encore plus dans l'objectif, c'est-à-dire qui ne dépassait pas les 50% de baisse. Et donc, en tout début de l'essai de phase 3, le design a été repensé de façon à tester pas des injections mensuelles du produit, mais des injections bimensuelles. Et en 2019, nous avons commencé Génération HD1, qui était le grand essai du laboratoire Roche, qui est toujours en cours, mais dont on va parler plus précisément, et qui visait à évaluer l'efficacité, cette fois-ci, et toujours l'innocuité du tominersen, qui s'appelait encore RG6042, chez des patients adultes atteints de maladie de Huntington et symptomatiques. Stade 1-2, ce qui veut dire des patients ambulatoires, encore assez autonomes, voire très autonomes. Donc le design de l'étude, c'était 3 groupes, une randomisation en 3 groupes, avec des patients qui testaient la plus forte dose, puisque la dose qui avait été retenue après l'essai de phase 1-2, c'était d'essayer de taper le plus fort possible sur la huntingtine, et donc d'utiliser 120 mg de tominersen, ou tous les 2 mois. Alors dans le premier groupe, les patients l'avaient tous les 2 mois, ou tous les 2 mois le placebo, ou bien tous les 2 mois le tominersen et tous les 2 mois le placebo, ce qui pouvait tester aussi éventuellement l'efficacité de l'administration du produit au final, une fois tous les 4 mois, lorsqu'il aurait été éventuellement commercialisé. Donc, dans le monde, 791 patients ont été recrutés, mais à une vitesse phénoménale. Ça a été incroyable. En 6 mois, là, on a fait 10 en 1 mois.
Je veux dire, je ne l'ai jamais fait dans un essai thérapeutique, et c'était quand même un gros essai thérapeutique. C'est ce que toute la communauté attendait depuis très longtemps. Donc il y a eu une mobilisation mais considérable. Et donc 791 patients dans 18 pays, environ 100 sites, voilà, qui donc étaient évalués avec les critères d'évaluation principale. Alors, on va dire aux États-Unis, c'était uniquement le TFC, mais sinon, dans le reste du monde, le critère d'évaluation principal, c'était la variation d'un score composite qui comporte du score moteur, le score moteur de référence qu'on fait depuis 1996 dans les évaluations de Huntington, l'UHDRS. Donc il y a un score moteur, l'échelle TFC qui est l'échelle phare fonctionnelle dans la maladie de Huntington, aussi celle qui permet la stratification des patients en stade de la maladie. Et il y avait de la cognition, bien sûr, dedans, ce qui était quand même assez futé. Donc ça fait un score composite qui s'appelle le CUHDRS. Voilà. Mais avec plein d'évaluations secondaires, et l'utilisation pour la première fois dans un essai dans Huntington d'outils numériques avec un suivi à domicile des patients qui permettait de leur faire passer des tests, de leur faire passer des questionnaires, des exercices physiques, des exercices moteurs. Enfin voilà, c'est un très 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 gros essai. Donc, on a commencé en 2019. En France, c'était 7 sites, une soixantaine de patients. Dans l'Ouest, puisque c'est dans l'Ouest. Dans l'Ouest, il y avait Angers, et effectivement, on a été très déçus que Bordeaux puisse pas participer. Strasbourg aussi, enfin, qui est pas dans l'Ouest pour le coup, mais c'est deux centres qui n'ont pas pu participer, et on était très déçus pour eux. Et donc, c'est beaucoup de patients en France actuellement, et beaucoup de familles, donc, puisque vous voyez des familles qui ont été concernées par cet essai-là. Jusqu'au 22 mars 2021, où un communiqué de presse a annoncé, d'abord sur les marchés boursiers d'ailleurs, comme c'est de règle pour l'industrie pharmaceutique, l'arrêt de l'administration du tominersen chez les patients, immédiat, définitif, en annonçant en même temps que les patients continueraient à être suivis. Donc, ça a été une petite secousse sismique. Et on a eu, alors ils ont vraiment fait très très vite une première analyse des données pour comprendre pourquoi, parce que dans le communiqué de presse, ce qu'il disait, c'était que le rapport bénéfice-risque n'était pas satisfaisant. En fait, ça s'est un peu précisé, c'est pas qu'il n'était pas satisfaisant, c'est qu'il y avait un effet défavorable de la forte dose. Les patients qui prenaient le tominersen tous les 2 mois à 120 mg, c'était aggravé par rapport au groupe placebo. Et c'était aggravé sur tout, c'est-à-dire sur le total motor score, sur le TFC, sur le score composite et sur l'IRM. C'est-à-dire qu'ils avaient une augmentation du volume ventriculaire. Voilà, donc il y avait vraiment des facteurs biologiques, des facteurs on va dire d'imagerie, plus des facteurs cliniques. Tout était concordant, et le comité indépendant de surveillance et de sécurité qui surveillait l'étude a sollicité l'arrêt immédiat du traitement. Et donc voilà, on était à, on va dire, presque 6 mois de la fin de l'étude pour les premiers patients. Et donc, on a arrêté l'administration du produit. Alors, on n'a pas encore, bien sûr, les résultats définitifs. Je pense qu'en ce moment, là, ou aujourd'hui ou demain, ils sont en train d'en parler. Donc, je suis déjà plus à jour dans ce que je vous dis. Ils sont en train d'en parler, puisqu'il y a le congrès européen qui est en distanciel, qui est en train de se produire en même temps que nous rencontrons aujourd'hui. Et donc, on va en savoir un petit peu plus. Donc, on espère en apprendre beaucoup pour le suivi, pour les autres études. Pour aussi l'utilisation potentielle des outils digitalisés pour les essais thérapeutiques et puis pour le suivi au quotidien des patients atteints de maladie de Huntington. Donc on pense qu'on préparera probablement mieux les essais futurs avec d'autres molécules. Alors l'autre grande affaire qui nous occupait simultanément, mais avec un stade de développement un peu inférieur puisqu'il s'agissait d'un stade 1-2, c'est une approche avec des oligonucléotides antisense, mais cette fois-ci avec l'approche sélective, avec l'idée de faire baisser que la copie mutée et de préserver la huntingtine sauvage, bien sûr. Et donc cette approche, elle passe par l'utilisation
de polymorphisme et de SNP. Et donc dans la maladie de Huntington, on a mis en évidence des SNP qui peuvent être plus fréquemment retrouvés sur l'allèle muté que sur l'allèle non muté. Et donc les produits développés par le laboratoire Wave Life Sciences, en fait, sont des oligonucléotides antisense qui visent les SNP. Et donc ils ont, dans un premier temps, fait une étude qui concernait deux études, on va dire, parallèles, testant deux produits visant le SNP1 et le SNP2. Et donc, parce qu'avec l'idée, effectivement, que l'association entre le SNP et la Huntington mutée permet de cibler sélectivement l'allèle. Voilà. Donc, les deux études qui ont été lancées simultanément, c'est Précision HD1 et Précision HD2. Donc, HD1 avec le SNP1, enfin, l'assaut spécifique du SNP1 et HD2 avec l'assaut spécifique du SNP2. C'est une étude multicentrique, donc plus, on va dire, avec moins de centres et moins de pays impliqués, et avec une étude de phase 1B, 2A. Avec toujours une administration intracthécale du produit, avec des doses différentes. C'était comme pour le produit de Roche pour des patients symptomatiques, et afin d'étudier l'efficacité, enfin, sur le concept et la faisabilité. 96 patients sur les deux études au total étaient concernés, avec 4 injections, une première partie de l'étude avec une single dose, et puis après des multidoses, après un washout, et donc les patients finissaient par avoir au total 4 injections qui étaient mensuelles, de plusieurs doses de l'assaut Wave 1 et de l'assaut Wave 2. Voilà. Et donc ça, c'était la réplique du tremblement de terre de mars. Et donc une semaine plus tard, pof, pile jour pour jour, le 30 mars, j'avais un patient qui était là pour son injection, et on nous dit le traitement est définitivement arrêté. Et là, ils ont été très très rapides, c'était pour inefficacité, puisque malheureusement, la baisse attendue de la Huntington mutée n'était pas dans les objectifs initiaux, puisqu'ils venaient d'apprendre que dans la cohorte, entre-temps, ils avaient lancé 2 cohortes supplémentaires avec des plus fortes doses, et que une des cohortes avec la plus forte dose avait moins de 10% en moyenne de réduction de la Huntington mutée. Voilà. Donc ça a été un arrêt, mais alors là, pour le coup, on a quand même eu, on va dire, une petite valda pour avaler. C'est qu'en même temps, ils nous ont annoncé, et ils ont annoncé aux patients aussi en même temps, qu'il y avait Wave 3 qui arrivait, puisqu'il y a un troisième SNP qui a été mis en évidence, et ils ont construit un assaut. Ils sont très contents, je pense, de cet assaut, parce que c'est une technologie supérieure, et les essais précliniques sont très très encourageants, et on a pu annoncer aux patients qui arrêtaient l'étude que s'ils étaient éligibles d'un point de vue génétique, c'est-à-dire s'ils portent, parce que ça implique un pré-screening, je suis désolée, j'en ai même pas parlé, mais je pense que c'est évident. C'est-à-dire qu'il faut d'abord non seulement avoir la mutation Huntington, mais en plus avoir le SNP du bon côté pour être éligible à ces produits-là. Donc ça ne concerne pas toute la communauté des patients Huntington. Mais si les patients sont éligibles, le fait d'avoir été inclus dans Wave 1 ou 2 ne les exclut pas de rentrer dans Wave 3. Donc voilà, ça va commencer aussi. D'ailleurs, on est en train tous de se mettre en place. Alors en France, ça ne concerne pas beaucoup de centres. Ça concerne juste toi et moi, je pense. Enfin, on est juste 2 centres, et c'est Alexandra Dur qui coordonne pour la France depuis le début, déjà Précision HD 1, 2, et maintenant le produit avec Wave 3. Donc voilà, c'est moins dispatché sur le territoire, mais c'est un essai, on va dire, de phase 1. Je voulais juste... J'ai du temps encore ? Très peu. Très peu ? C'est ce qu'il me faut. Voilà, juste vous parler de quelque chose qu'on connaît moins bien, parce que c'est de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est très important. Il y a un essai actuellement, et ça c'est aussi un truc qu'on doit dire aux patients, c'est-à-dire que c'est pas que du préclinique, il y a une autre approche qui est testée actuellement en clinique depuis 2020, avec déjà, je vais y aller, donc c'est les ARN interférents. Et donc ça s'appelle Unicure. C'est donc exclusivement aux États-Unis. C'est une administration intracérébrale avec un trajet, on dépose le produit directement en intracérébral. Il y a de la fausse chirurgie. Alors on fait des faux trous de trépan pour simuler une chirurgie.
Et donc, il y a des patients, il y a un groupe de patients témoins, les 10 placebos qui sont annoncés par rapport aux 16 patients traités qui sont espérés. Les 10 placebos annoncés sont des patients qui vont avoir une fausse chirurgie. Un petit trou, alors pas une injection de quelque chose de fake, mais juste un petit trou, de façon à ce que les cliniciens et les patients ne sachent pas s'ils ont bénéficié ou pas de l'administration intracérébrale. Au moment où je vous parle, en tout cas d'après ce que j'ai pu lire sur les sites de Unicure, en juin 2021, en tout cas, il y avait 12 patients déjà qui avaient été traités, et 12 patients inclus, pardon, dont 7 patients traités et 5 avec un sham, une fausse chirurgie. Donc l'idée, c'est un virus adéno-associé qui contient un transgène, et le transgène n'intègre pas le génome, reste en épisome, et produit donc directement dans les cellules des patients un ARN interférent qui forme un complexe avec l'ARN messager de la Huntington et qui aboutit à sa dégradation. Donc en gros, voilà, on injecte l'usine à fabriquer le médicament. C'est un traitement irréversible. Ce n'est pas sélectif, et d'après tout ce qu'on vient de dire, effectivement, ça peut commencer à nous inquiéter un peu. Enfin, on espère qu'on aura des bonnes nouvelles, mais voilà, il y a forcément une inquiétude, puisque ça vise les 2 copies. Il n'y a pas de sélection allélique, donc ça va faire baisser toute la Huntington dans le cerveau des patients de façon définitive, et en plus, ça se diffuse dans le cerveau. C'est-à-dire que ça ne reste pas là où ça a été injecté, ça se diffuse, et dans les modèles précliniques, on le voit jusque dans le cortex. Voilà. Donc ça, c'est un essai en cours. Et ce qui est en train de commencer, c'est les petites molécules, puisque vous avez peut-être entendu ou participé à des essais testant le branaplam dans la myotrophie spinale. Mais ce médicament a été requalifié comme médicament orphelin pour la maladie de Huntington par la FDA. Et donc, c'est Novartis qui le développe. Et on va commencer en France un essai de phase 1B2A pour tester l'administration per-os de cette petite molécule qui, en fait, module l'épissage du pré-ARN messager et réduit l'ARN messager et la traduction de la protéine avec la polyglutamine. Voilà, ça commence normalement fin de l'année 2021, début de l'année 2022. Donc, il y a des perspectives. On a progressé. Voilà, on a progressé. On a pris quand même du retard parce qu'on s'attendait à avoir à court moyen terme une thérapeutique. Donc, je pense que probablement aussi dans les consultations de DPS, etc., il y a eu un moment, on utilisait ce qu'on savait de ce qui allait arriver ou peut-être pour faire passer mieux certaines nouvelles, je pense. Il n'est pas du tout question de plus du tout l'utiliser parce qu'on en est quand même à bien plus loin qu'il y a 5 ans et beaucoup plus loin qu'il y a 10 ans. C'est juste qu'on ne peut pas leur dire que peut-être qu'en 2023, un traitement sera commercialisé. Voilà. Mais on va tout le temps, on va dire, proposer des choses. Pendant ce temps-là, on continue à s'occuper d'eux et on sait que la prise en charge, ça fait du bien. Et surtout, maintenant, on sait aussi qu'on peut mobiliser très, très vite des centaines de patients dans des gros essais. Et qu'il y a assez de patients, probablement, dans tous les centres du monde qui sont coordonnés pour entrer dans plusieurs essais simultanément, de phase 1, 2, de phase 3, etc. On ne va pas consommer tous nos patients dans ces essais-là. Et donc, on va finir par trouver un traitement. Voilà. Merci beaucoup, Katia. On a le temps pour... hop. Enlève ton masque et puis parle distinctement. Pour l'approche anti-sens, merci. Non spécifique. Ouais. Donc ça a fait suite bien sûr à des essais précliniques où les 2 copies ont dû être étudiées. Il y a plusieurs modèles souris Huntington. Association de maladies. Quels étaient les résultats? Est-ce qu'on pouvait suspecter ce qui s'est passé après coup ou le modèle préclinique n'a pas... En fait, on pouvait, je pense, déjà le suspecter malheureusement dans l'essai de phase 1-2. Puisque dans l'essai de phase 1-2, dans les plus fortes doses qui avaient été testées et celle qui a été choisie dans l'essai de phase 3, on avait 2 paramètres qui ont sauté un peu aux yeux des gens qui ont lu les articles, hein. C'est qu'il y avait une augmentation des neurofilaments, et maintenant, voilà, donc ce qui veut dire, c'est quand même un marqueur de perte neuronale, et déjà une augmentation aussi de la taille des ventricules.
Voilà. Donc on pouvait déjà commencer à suspecter. Mais on va dire sur la spécificité on va dire le dosage de la huntingtine non mutée, etc. C'est vrai que ça, par exemple, on n'a pas ce biomarqueur-là disponible dans l'étude. On dose que la huntingtine mutée dans le LCR. Dans les modèles précliniques, je ne sais pas. Franchement, Alexandra, je ne sais pas. En préclinique, il y avait... C'est-à-dire qu'on n'avait pas la dilatation ventriculaire comme on l'a vu dans le phase 2A, mais on aurait pu le suspecter très clairement. Hein. On l'avait redit, discuté, mais c'est très étonnant hein, dans une salle avec 800 chercheurs, quand on dit qu'ils disaient tous le neurofilament, c'est vachement important comme biomarqueur, et là, il montait, et là, tout le monde a dit OK. Ouais, parce qu'il redescendait. En fait, c'est parce qu'ils redescendaient aussi. À un moment, ils ont dit que c'était une augmentation transitoire. Voilà. Bon, bref. Enfin, il y a... Bon, voilà. Maintenant, surtout, on n'a pas les résultats encore des neurofilaments. Bah justement, j'ai la question. Je voulais savoir ce que tu pensais de cette augmentation de neurofilaments qui est quand même très importante parce qu'elle est à distance de l'injection. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'est pas induite par l'azo, a priori, puisque c'est bien, c'est pas du tout un effet aigu, ce qu'on aurait pu penser, puisque ça reflète une disparition des axones. Donc la question c'est, qu'est-ce que tu penses toi? Pourquoi le neurofilament monte là? J'ai bien peur que ce soit à cause de la baisse de la huntingtine sauvage. Oui, mais du coup, ça veut dire que le cortex a été exposé à des doses trop fortes. De toute façon, il y a probablement eu un problème avec la dose choisie. Vous parlez de quoi? De l'essai de Roche, oui. On est certain que ça monte dans le cortex? Parce que je suis toujours un peu surpris des injections intratécales. Bon, la maladie de Huntington, c'est une maladie des noyaux gris centraux, mais aussi une maladie du cortex. Mais ça a été vu dans le préclinique. C'est-à-dire qu'ils ont vu dans le cortex que ça descendait de 80%. Et parce que ça dans le cortex, et parce que ça descendait dans le noyau codé. Dans le noyau codé seulement de 30-40%, c'est pour ça qu'ils ont choisi la dose élevée pour être sûr qu'il descendait dans le noyau codé. Mais en fait, on sait la maladie de Huntington n'est pas une maladie de noyau codé ou des noyaux gris, c'est une maladie du cortex. Du cortex, oui. Et excuse-moi, j'ai pas entendu ta réponse. Oui, ça y va dans le cortex? Oui, bien sûr, ça descend 80%, 80 à 90% de la huntingtine dans le cortex. Il y a plus de baisse de la huntingtine dans le cortex que dans le codé. Ok. Ouais. C'est ça, c'est pour ça qu'ils avaient choisi la forte dose, parce qu'ils voulaient être sûrs qu'il baissait dans le noyau gris. Parce qu'en fait, oui, c'est ça. Et ça, c'est inféré effectivement des modèles, des modèles, puisqu'on n'a pas eu de, on va dire, de post-mortem, heureusement d'ailleurs, pour les patients de l'étude.